Bon, donc voilà, accompagner les publics en difficulté vers l'acquisition des savoirs numériques clés. Donc moi, je me présente aussi, donc je suis Mathilde Labeta, je suis donc formatrice indépendante, je fais de la formation de formateurs, même si là, il ne s'agit pas, bien sûr, d'une formation, mais plus d'une approche, hein, voilà. Donc en fait, à la base, j'ai été formatrice auprès de publics en difficulté pendant une vingtaine d'années. Donc, je connais très très bien ces publics-là, qui pour la plupart d'ailleurs, pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés, étaient d'origine étrangère. Voilà. Donc, on va d'abord dans un premier temps parler donc de l'électronisme, l'exclusion, la fracture numérique, donc pour vraiment se mettre dans le contexte. Ensuite, comment travailler avec les publics allophones, donc d'origine étrangère, ou en situation d'illettrisme, parce que souvent, on a quand même, dans les publics en difficulté, on a aussi beaucoup de publics d'origine étrangère. Les prérequis nécessaires pour pouvoir former des publics au numérique, les pratiques numériques de base, l'importance donc de bien penser ses objectifs, l'évaluation finale, et dans un deuxième temps, le déroulement d'une séance d'apprentissage relative aux compétences numériques. Donc, on verra un petit peu comment on peut dérouler une séance pour enseigner le numérique à ces publics. Alors, donc, l'électronisme, alors on parle souvent d'électronisme et d'exclusion. Quand on parle d'électronisme, il s'agit plutôt d'une difficulté au niveau des savoirs, hein, une personne qui ne sait pas utiliser le numérique. Quand on parle d'exclusion, c'est plutôt un problème de moyens. Donc, il y a quand même certaines parties de la population qui est exclue du numérique par manque de moyens. Voilà. Donc, depuis la crise de la Covid-19, donc l'écart se creuse encore entre ceux qui sont initiés au digital et ceux qui ne le sont pas. Et donc, cette initiation au numérique, qui au départ était peut-être optionnelle, est devenue maintenant une priorité, hein, puisque la plupart des démarches que l'on va devoir faire dans la vie de tous les jours va se faire de plus en plus via le numérique. Donc, quelques chiffres, on voit que 23% des Français se disent mal à l'aise avec le numérique. 17% d'après l'INSEE sont touchés d'électronisme. Et même chez les jeunes, on a tendance à penser que les jeunes, pour eux, c'est facile, mais ce n'est pas facile pour tous les jeunes. Et bien sûr, les personnes les plus touchées par ce phénomène, ce sont les personnes âgées, les personnes non diplômées et les foyers à bas revenus. Comment travailler avec les publics en situation d'illettrisme ou allophone? Donc, comment travailler les compétences de base du numérique. Donc, la première chose, c'est l'évaluation initiale. Donc, l'évaluation initiale, à quoi elle va servir cette évaluation? Elle va servir en premier à repérer les niveaux des apprenants. Donc, c'est important pour pouvoir former une personne de savoir qu'est-ce qu'elle sait faire et qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire pour pouvoir en ce qui concerne les formateurs, construire un programme qui puisse correspondre aux besoins des apprenants. Et s'il s'agit de prescripteurs ou de personnes qui doivent les positionner sur des formations, c'est clair que le niveau des personnes est important pour pouvoir faire un positionnement qui corresponde. Voilà, parce qu'on voit assez souvent, enfin, moi j'ai eu l'occasion de voir assez souvent en tant que formatrice, des personnes qui avaient de très grandes difficultés positionnées sur des ateliers de bureautique vraiment qui ne correspondaient pas à leur niveau. Hein. Ils auraient eu besoin d'une approche beaucoup plus simple dès le départ.
Le deuxième objectif donc de l'évaluation initiale, c'est de repérer les besoins. Donc, les besoins, quand je parle des besoins, c'est pas les lacunes, hein, c'est vraiment qu'est-ce que la personne a besoin de savoir faire. Parce que quand on fait de l'initiation au numérique, hein, on peut faire de l'initiation à de nombreuses choses. C'est très, très varié. Et donc, cibler les besoins, c'est fondamental parce que on ne peut pas tout traiter. Et une formation a une certaine durée, donc il est important de pouvoir amener les personnes à savoir faire ce dont elles ont le plus besoin en priorité. Hein. C'est ainsi que la formation pourra être pertinente pour l'individu. Hein, on n'a pas un programme préétabli, le même pour tous. Le troisième objectif de l'évaluation initiale, c'est de repérer aussi les attentes et les freins. Permettre aux personnes d'exprimer ce qu'elles souhaiteraient savoir faire et aussi toutes les appréhensions. Donc ça fait partie de l'évaluation initiale. Si on ne permet pas, lors de cette évaluation, aux personnes de s'exprimer à ce sujet et de parler de leur peur, on risque de ne pas créer l'adhésion des personnes. Donc, l'évaluation initiale, ce n'est pas juste un document, quand je parle d'évaluation, ce n'est pas juste un document sur lequel il y a des cases à cocher ou des choses à remplir. Hein. C'est vraiment aussi un échange avec la personne hein, pour avoir une idée de comment elle envisage le numérique, ce que ça représente pour elle. Donc, la pédagogie à adopter. Alors, la pédagogie avec les publics en difficulté. Alors, en fait, il y a vraiment une chose à retenir, c'est l'écoute. L'écoute, l'écoute. Il faut vraiment partir de ce que la personne, de là où en est la personne. Si elle ne sait pas allumer un ordinateur, il faut lui apprendre à allumer l'ordinateur, puis à éteindre l'ordinateur, et puis on recommence et on réessaye. Et c'est un apprentissage lent. La chose aussi très importante, c'est de surtout pas faire à leur place. Parce que bien souvent, on va faire à leur place parce que ça va plus vite. Alors, il y a des situations dans lesquelles il faut aller vite. Et donc, le gouvernement a mis en place des médiateurs numériques des personnes donc, qui vont faire à la place d'eux. Hein. Il y a quelque chose qui est de cet ordre. Mais il me paraît très important aussi que les personnes puissent peu à peu devenir autonomes. Et devenir autonome pour des personnes vraiment très en difficulté, ça ne se fera pas en 2 jours ou en 1 mois, hein, ça va prendre du temps. C'est comme, je dirais, c'est comme apprendre à lire. Hein, on n'apprend pas à lire en 1 jour. On ne peut pas apprendre quand on ne sait pas du tout se servir d'un ordinateur. On ne peut pas apprendre en 1 jour à tout faire. Donc, c'est important de prendre le temps, de rien considérer comme facile. Hein. Bouger la souris, cliquer, le vocabulaire qu'on utilise, d'autant si les personnes sont d'origine étrangère, elles ne connaissent pas forcément ce vocabulaire. Donc, c'est vraiment, voilà, se mettre à la portée des personnes, c'est vraiment avoir conscience de tout ça, que tout est compliqué. Cliquer, double-cliquer, clic droit, enfin, toutes ces choses-là qui paraissent simples quand on sait le faire, quoi, ben c'est des choses qui prennent du temps, c'est pas facile, voilà. Et vraiment avancer lentement, ne pas avoir peur de rester très longtemps sur un savoir. C'est parce que si on avance trop vite, d'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà suivi des formations, par exemple à Excel, où on va leur mettre plein de choses à l'intérieur, et puis après, ils ne vont pas l'utiliser. Ouais, bon, on aura vu plein de choses, mais on ne s'en rappelle pas, parce qu'en fait, on nous a parlé de notions dont on n'avait pas directement besoin, donc ça aussi, c'est important. Hein. Faut étudier des choses dont on a directement besoin, et le faire à un rythme lent, hein, et d'autant plus lent qu'on est en difficulté.
Parfois aussi, donc, on se demande, voilà, est-ce que moi, je suis assez calée en informatique pour aider des publics en difficulté? Alors, est-ce qu'on a peur de ne pas être assez informaticien pour pouvoir aider les personnes? Mais justement, je pense qu'un informaticien ne saurait pas forcément aider les publics en difficulté, parce que aider des publics en difficulté à utiliser Internet, c'est vraiment un enseignement spécifique. Hein, et ça n'a rien à voir, je dirais, avec l'informatique, puisqu'en fait, il va falloir se mettre à la portée de chacun. Hein. Donc, si vous-même, vous savez utiliser Internet pour faire vos démarches, eh bien, vous avez la légitimité et le pouvoir d'aider les publics en difficulté. Donc, l'essentiel étant d'avoir conscience vraiment des difficultés de ces publics, hein, pour se mettre à leur niveau, pour pouvoir vraiment les aider. Quels sont les prérequis? Alors, dans l'apprentissage des savoirs numériques, certains prérequis sont nécessaires. Donc, pour les publics d'origine étrangère, un niveau A1 du CECRL, Cadre européen de référence pour les langues. J'ai mis les liens Internet un peu plus loin sur ça. Effectivement, la personne doit savoir à minima lire, à minima parler, hein, même si c'est compliqué. Sinon, ça veut dire qu'il faut d'abord, avant de faire une initiation proprement dite au numérique, hein, il faut d'abord travailler en français, hein, sur l'oral, l'écrit, parce que même si certains me diront oui, mais il y a des personnes, elles ne savent pas du tout lire et puis elles savent utiliser leur smartphone. Oui, c'est vrai. Mais pour pouvoir faire une formation avec les personnes, une formation voilà, digne de ce nom, je dirais, il faut un minimum de savoir. Et je pense que les personnes qui n'ont pas ce minimum et qui se retrouvent sur des ateliers pour apprendre à utiliser un ordinateur ou Internet, etc., je pense qu'il faut vraiment les repositionner ailleurs. Il faut vraiment que le français d'abord soit acquis. C'est comme si on voulait apprendre à écrire à un enfant qui ne sait pas parler, quoi. C'est pas dans le bon sens. Donc il y a des prérequis. Pour les personnes francophones, ben, les prérequis, pareil, hein, ça va être de savoir au moins lire les phrases, même si on n'est pas capable de lire de très longs écrits ou des écrits complexes, mais être capable de comprendre une phrase à l'écrit, quoi. Alors, l'objectif majeur, répondre aux besoins des apprenants pour plus d'autonomie au quotidien. Alors, parce que là, on est sur la partie quelles sont les pratiques de base? Parce qu'on parle des pratiques de base, mais c'est quoi les pratiques de base, hein, au niveau du numérique? Alors, d'abord, je parlerai d'objectifs. Les objectifs, c'est important de prévoir pour chaque individu des objectifs atteignables et de les formuler. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si je donne, vous voyez l'image à côté, c'est quelqu'un qui fait de l'escalade. Hein, si je dis à une personne qui est en bas d'une montagne, notre objectif c'est d'arriver en haut, c'est beaucoup plus compliqué que de lui dire, bon ben voilà, allez, notre objectif ça va être d'arriver là à la petite pierre que tu vois, hein, à 100 mètres par exemple. Donc, l'objectif, s'il est atteignable, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on peut y aller, on peut l'atteindre, on peut le faire. Hein. Alors que si on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est très très loin, on aura des réticences et on se dira non, non, je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Donc, c'est vraiment très très important, les objectifs atteignables. Et formuler ces objectifs. C'est-à-dire, je ne te demande pas de savoir utiliser en totalité Internet, je te demande de savoir allumer l'ordinateur.
Je te demande de savoir cliquer. Je te demande, voilà, des objectifs en fonction du niveau de la personne. Hein. Sinon, la personne, elle va avoir peur. Se dire, bon, de toute façon, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, donc je laisse tomber et elle va arrêter avant même d'avoir commencé. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au nombre d'heures. Hein, quand on a un objectif très élevé et un nombre d'heures qui ne correspond pas, je pense qu'il faut reformuler des objectifs plus petits avec la personne quand on l'a en formation. Alors aussi, quand on enseigne, il ne faut pas confondre les objectifs et les sous-objectifs. En fait, l'objectif, ce sera toujours l'objectif opérationnel, ce que je vais faire. Hein. Utiliser un ordinateur n'est pas un objectif. L'objectif, ça va être m'actualiser sur Pôle emploi. L'objectif, ça va être répondre à un courrier. L'objectif, voilà, ça va être vraiment des choses utiles à la personne. Hein. Et donc, ensuite, ces objectifs, il va y avoir des sous-objectifs. Si mon objectif, c'est de répondre à un mail, et bien mes sous-objectifs, ça va être savoir écrire le mail, ça va être savoir où j'écris l'adresse, ça va être connaître l'adresse de la personne à l'adresse mail, ça va être savoir rentrer l'objet de mon mail. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est des objectifs. On ne peut pas avoir pour objectif majeur noter l'objet d'un message. Ça, c'est un sous-objectif. Si on note l'objet d'un message, c'est que notre objectif est bien d'envoyer un message. Et donc, souvent, quand on fait de la formation numérique, on va se tromper dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va mettre comme objectif tout un tas de pratiques numériques qui n'ont pas de sens pour les personnes s'il n'y a pas un objectif opérationnel. Mettre en caractère gras, en soi, ça ne sert à rien. Mais si je dois faire un courrier, et donc là, je vais mettre en caractère gras pour préciser ça, pour qu'on le voit plus, parce que mon objectif, c'est de faire ce courrier, et que dans ce courrier, je souhaite que l'on voit, voilà. Donc, c'est très important de ne pas... voilà, d'avoir vraiment un objectif opérationnel qui va motiver la personne. Parce que écrire pour écrire, c'est pas un objectif qui a du sens. Donc là, j'ai donné des exemples. Donc, un objectif opérationnel majeur peut être capable de rédiger et formaliser un courrier administratif ou un planning de travail. Et en sous-objectif, être capable de taper du texte, de sélectionner, de souligner. Idem, utiliser le site Pôle emploi, c'est un sous-objectif de être capable de m'actualiser mensuellement ou de créer mon CV. Parce que moi, ce que je veux savoir faire, ce que je veux faire, c'est créer mon CV. C'est pas utiliser le site Pôle emploi. Mais pour créer mon CV, j'ai besoin de savoir utiliser le site Pôle emploi. Et donc, c'est important parce que ça donne du sens. Et c'est le sens que la personne va pouvoir mettre sur ce qu'elle fait qui va la mobiliser, qui va lui donner envie. C'est grâce à l'ordinateur, je peux faire ça. Je peux faire cette action que j'ai besoin de faire ou que j'ai envie de faire. Hein. Sinon, si le sens n'y est pas, s'il n'y a pas un sens pour la personne, une utilité concrète, tout va... Enfin, ça ne va pas prendre. Alors, le dernier point, c'est l'évaluation finale. Alors, important sur l'évaluation finale, c'est de rassurer l'apprenant avant l'évaluation finale. De même que pour l'évaluation initiale. L'évaluation finale n'est pas là pour sanctionner, pour noter, pour culpabiliser. L'évaluation finale, elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est visualiser concrètement sa progression. Alors, quand on a un nombre d'heures limité, tout petit, et que la progression, des fois la progression,
elle est très faible. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir une évaluation qui permette de montrer un progrès. Si on a une évaluation qui montre que la personne ne sait toujours rien faire, il n'y a rien de pire. Donc, pour des personnes qui vont avoir des niveaux tout petits, il va falloir penser une évaluation finale toute petite. Je sais bouger la souris, je sais utiliser la souris, je sais cliquer, je sais. Faut qu'il y ait des choses, faut que les progrès que la personne a fait, faut qu'elle puisse les voir dans cette évaluation finale. Sinon, ça va être, j'ai fait une formation et ça m'a servi à rien, j'ai rien appris. Donc ça, c'est vraiment fondamental de mieux vaut pas faire d'évaluation finale qu'une évaluation finale qui montrerait à la personne qu'elle n'a rien appris. Enfin, ou qui pourrait donner en tout cas ce sentiment à la personne. Donc ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas faire les mêmes évaluations pour tout ça. Une personne qui sait utiliser un peu un ordinateur, mais qui a juste besoin d'apprendre à utiliser certains sites, mais bon, là, on pourra mettre, utiliser, je sais pas moi, utiliser YouTube, utiliser le site des impôts, parce que la personne, elle aura pu avancer. Pour une personne qui a vraiment un tout petit niveau, il faut mettre des petits objectifs, tout petits, et montrer qu'elle les a atteints, et montrer aussi qu'il en reste d'autres à atteindre. Mais il faut que cette évaluation valorise la personne. Le deuxième point, c'est bon, c'est un peu pareil que le premier, en fait, il découle du premier, hein, donc la personne va prendre conscience du chemin parcouru et du chemin qui reste à parcourir pour être autonome. Et cette évaluation finale, alors c'est important, si on en fait une, de la remettre à l'apprenant quand il s'en va. Et de lui dire que cette évaluation finale, il peut la présenter lors d'une autre formation, même si c'est dans un autre centre de formation, que cette évaluation puisse lui servir pour montrer ce qu'il sait faire. Ça, je sais le faire. Que ce soit dans une autre formation, parce qu'il poursuivrait ailleurs ou au même endroit, ou que ce soit auprès d'un prescripteur, parce que ça peut permettre aussi, cette évaluation finale, ça peut permettre au prescripteur de voir où en est la personne et de le repositionner sur une formation qui va correspondre à ses besoins. Donc l'évaluation finale, c'est vraiment un outil important pour la personne, voilà, en termes de carte de visite, je dirais presque. Voilà. Donc, on va parler des phases, des différentes phases pour l'élaboration d'une séance. Alors, ces différentes phases peuvent être utilisées quel que soit, je dirais, l'enseignement. Qu'on fasse du français, qu'on fasse des maths, qu'on fasse du numérique. C'est vraiment des phases qui me paraissent importantes pour élaborer une séance de formation. Alors, la première de ces phases, c'est la phase d'appropriation. Donc, exposer clairement l'objectif et les enjeux. C'est-à-dire que avant de démarrer ce que j'ai prévu de faire avec les personnes, je vais leur expliquer pourquoi. Je vais éventuellement dialoguer avec elles à ce sujet. Par exemple, si j'ai prévu de travailler avec les personnes sur le site des impôts, n'importe quoi. Voilà, on va travailler sur le site des impôts. L'idée, ce sera, avant de faire ça, de demander s'il y en a qui l'ont déjà fait. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà déclaré leur impôt sur Internet? Quelles difficultés ils ont rencontrées? Est-ce que c'est important de savoir utiliser ce site, etc., etc. Un petit débat, par exemple, hein, mais ça peut être d'autres façons. Hein, mais l'idée, c'est de donner envie de faire ce qu'on a prévu de faire avec les personnes. Donc, cette phase d'appropriation, il ne faut pas la négliger, parce que si je passe directement voilà, bon, aujourd'hui, on va travailler sur ça, point barre, il y en a à qui ça ne va pas parler, il y en a, voilà. Donc, je pense que on parlait de donner envie, je pense que donner envie, c'est
sorte que les personnes soient partie prenante de l'apprentissage qu'on veut leur amener. Ensuite, il y a une phase de recherche. Alors, la phase de recherche, elle est importante parce que au lieu d'apporter directement les réponses, voilà, pour utiliser ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça va plutôt être, voilà, j'ai envie de faire ça, d'après vous, comment est-ce qu'on ferait? Hein? Et donc, une phase de recherche, ça peut s'aborder de différentes façons. Ça peut s'aborder de façon individuelle. Je vais mettre la personne devant un PC et je vais lui dire, voilà, bon, mais d'après vous, si je veux aller sur Google, je fais comment? Et je la laisse gamberger, je la laisse chercher, je ne lui dis pas. Hein, donc ça, et donc ça prend du temps. Mais le fait qu'elle ait cherché, quand elle va avoir la réponse, elle va s'en rappeler. Parce que c'est important. Souvent, les publics en difficulté, que je connais bien, bon, moi j'en recevais, parce que j'en recevais beaucoup à l'époque. Et donc, je leur disais, bon voilà, pourquoi vous êtes venus en formation? Et ils me disaient, ben, Pôle emploi m'a envoyé. Alors, je disais, bon, ben, Pôle emploi vous a envoyé, mais alors, vous a envoyé, pourquoi faire? Et ils ne savaient pas, ils n'avaient pas eux-mêmes leur projet en main. Donc, je ne critique pas Pôle emploi en disant cela, hein, que personne ne s'offusque. Mais voilà, pour dire que les personnes, elles doivent se prendre en charge. Hein, donc, c'est important qu'elles sachent pourquoi elles vont là. Hein, c'est pas on m'a envoyé ou on m'a dit de faire ça. C'est je fais ça et voilà. Donc, j'essaie de comprendre ce que je fais et j'essaie de le faire parce que je suis une personne capable. Et donc, cette phase de recherche, déjà, s'aborde en considérant les personnes comme capables de chercher et capables de trouver. Hein, donc, si on les anticipe comme capables de trouver, elles vont aussi s'anticiper de cette façon-là. Et donc, cette phase de recherche, elle peut se faire en individuel, en petits groupes, etc. Dans cette phase de recherche, le formateur, le médiateur doit intervenir le moins possible. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent trouver elles-mêmes ou pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait une phase de recherche qu'on va forcément trouver. Suite à cette phase de recherche, il y a une phase de mise en commun. Alors, ce qui peut être intéressant justement parce que pour ne pas être isolé devant son ordinateur, c'est vraiment la mise en commun en groupe. Hein. On a demandé à un groupe de rechercher la même chose ou même des choses différentes. Hein. On n'est pas obligé d'avoir travaillé, que tous aient travaillé sur le même sujet. Hein. Mais cette mise en commun, elle va permettre l'échange de savoir entre les personnes et la cohésion de groupe, l'entraide, la solidarité. Hein, donc, en admettant que j'ai demandé à une personne voilà, d'écrire un mail, à une autre, je lui aurais demandé comment on fait pour aller sur Google, enfin bon, différentes choses. Lors de cette phase de mise en commun, ça peut être de demander à chacun, voilà, alors comment vous avez fait, comment vous y êtes pris, est-ce que vous y êtes arrivé? Vous y êtes arrivé, ah oui, comment vous avez fait pour y arriver? Et vous, vous y êtes pas arrivé, mais alors vous avez arrivé à faire quoi? Hein? Et donc, petit à petit, permettre aux personnes de voir, de visualiser ce qu'elles font, d'expliquer ce qu'elles font, hein, d'expliquer comment j'y suis arrivée ou d'expliquer comment j'y suis pas arrivée. Et entendre aussi de la part des autres leur témoignage va permettre aussi d'enrichir ma façon de travailler. Et donc, et c'est aussi un moyen de leur donner la parole. C'est un moyen aussi que ceux qui ont eu du mal puissent dire, ben moi j'ai trouvé ça super dur, j'ai pas compris, voilà. Et ne pas rester seul avec sa frustration, pouvoir en parler et puis pouvoir peut-être trouver des solutions. Et donc, suite à cette phase de mise en commun, on peut avoir une nouvelle phase de recherche, éventuellement, si nécessaire, où il peut y avoir une phase d'évaluation. Hein. Donc, la phase d'évaluation, ça va être de permettre à chaque individu de refaire seul ce qui a été demandé et de valider que c'est acquis ou pas. Et si c'est acquis, eh bien, on passe à la suite. Si ça ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas? Hein, donc, on peut repasser par une phase de recherche à nouveau. Voilà, donc les grandes lignes, vraiment, pour élaborer une séance, c'est ça, parce que ça permet à la fois le travail individuel, le travail en grand groupe,
le travail avec le formateur, le travail autonome. Et donc, ces 4 phases sont très, très productives pour les avoir utilisées. C'est quelque chose qui fonctionne. Alors, je vais vous présenter maintenant. Donc, en fait, j'avais prévu un scénario possible. Bon, ma façon d'organiser les scénarios, hein, c'est de mettre donc le déroulement de la séance, l'activité de l'apprenant, l'activité du formateur. Donc, dans le cadre de ce sujet, donc, contacter son conseiller. Donc, j'aurais prévu, alors je mets toujours un timing, hein, donc pour les formations, on met toujours un timing, mais des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Il ne faut pas non plus être psychorigide par rapport à ça, parce que ça va dépendre aussi des personnes qu'on a et des questions qui se posent. Donc, la phase d'appropriation, donc moi j'aurais proposé un débat en grand groupe. Est-ce que vous avez déjà dû prendre contact avec un conseiller pour l'emploi et pourquoi faire et comment avez-vous fait? Donc ça, plusieurs parmi vous l'ont déjà dit. Et dans un second temps, donc, nous allons apprendre comment contacter son conseiller pour l'emploi grâce au site de Pôle emploi. Pour cela, donc là, effectivement, donc, vous voyez, il y a le débat en grand groupe qui va me permettre de les associer à mon projet et de les impliquer. Et la deuxième phase qui va être de leur expliquer clairement ce qu'on va faire. Donc, en leur donnant les billes. Hein. Pour cela, vous devez vous munir de votre identifiant, de votre mot de passe pour l'emploi, car ils vous permettront d'accéder à votre espace. Alors, vous allez me dire, oui, qu'en fait, bon, il va falloir aller sur les espaces de chacun. Hein. Bon, c'est le biais négatif de ce déroulement, là, parce qu'il n'y a pas d'espace où on peut s'essayer. Hein. Donc, l'activité des apprenants sur la phase d'appropriation, ce serait de réagir à la situation. Ils demandent des précisions, ils essaient de répondre aux questions posées par leur père ou par le formateur. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment un petit débat. Et donc, le formateur, lui, accueille favorablement toutes les remarques, les valorise, ça c'est important. Met en place une communication entre les stagiaires en posant des questions, vérifie la compréhension de la situation et rectifie si nécessaire. Donc là, vraiment, c'est la mise en place du projet, en fait. Hein. Avant la phase de recherche, hein, le formateur doit vraiment s'assurer que les personnes ont bien compris ce qu'on attend d'elles. Ensuite, une phase de recherche de 20 minutes. Alors, moi, j'aurais proposé un petit travail en binôme. Hein. Vous allez sur le de Pôle emploi de l'un d'entre vous et en observant la page d'accueil, vous essayez d'accéder à l'espace qui vous permet de contacter votre conseiller. N'ayez pas peur de cliquer, de vous tromper, je vous aiderai si besoin. Et donc, dans un second temps, vous accéderez chacun à votre espace pour l'emploi et ferez des manipulations pour accéder à l'espace contact. Vous pourrez, si besoin, vous entraider. Donc, l'idée, c'est que d'abord, les deux cherchent sur un même outil, hein, ensemble, et puis après, chacun leur tour, et puis avec l'autre qui dit, mais non, là, il faut faire comme ça, là, il faut faire comme ci, etc. Et donc, le fait de s'entraider va leur permettre aussi d'intégrer ce qu'il faut faire. Donc, voilà, et donc les apprenants, ils recherchent ensemble, hein, puis chacun leur tour, et le formateur vérifie l'entrée de tous dans le travail et intervient le moins possible. Donc, il faut bien vérifier, effectivement. Le formateur, c'est pas parce qu'il est absent, c'est pas parce qu'il n'intervient pas qu'il est absent, en fait. Il est là, il observe ce qui se passe. Hein. S'il y en a qui ont complètement démissionné, qui disent « Ah, on ne comprend rien, nous », donc il est là aussi pour redonner de la motivation. Hein. Et de réexpliquer peut-être à certains qui n'auraient pas bien pris en considération à quoi pouvait leur servir ce moment de recherche, hein, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, mais non, voilà, vous nous demandez de chercher, mais nous, on ne sait pas, vous êtes là pour nous apprendre. » Enfin, on peut avoir des choses comme ça, hein, donc le formateur, il est là pour expliquer. Si je vous demande ça, ce n'est pas pour vous mettre en difficulté, mais bien pour vous permettre de rechercher parce que vous pouvez trouver. Si vous ne trouvez pas, bien sûr, je vous aiderai, etc. Donc, il faut vraiment avoir ce discours bienveillant. Hein. Ensuite, la mise en commun. Donc, nous allons maintenant comparer ce que vous avez trouvé afin de voir comment chacun s'y est pris pour trouver
l'espace contact. Et donc là, les apprenants vont expliquer leur démarche, identifier les erreurs commises. Donc le formateur, lui, il accompagne, il suscite les questions, il essaie de faire en sorte que chacun s'exprime aussi, qu'il n'y en ait pas qui disent rien, direz-vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris, etc. Il faut vraiment que le débat prenne entre tous. Il y a des personnes qui parlent facilement, d'autres moins facilement, et le formateur, il est à ce moment-là essentiel pour réguler tout ça, pour permettre que ceux qui s'expriment le moins s'expriment aussi, et qu'il n'y ait pas juste une personne qui s'exprime, etc. Et puis, il est là aussi pour valoriser, puis, et surtout ne jamais dire « Ah non, c'est pas ça » ou « C'est pas bien ». Mais une erreur, c'est un moyen de comprendre aussi, utiliser les erreurs des apprenants, dire voilà, là il s'est trompé, voilà, mais sans jamais incriminer la personne par rapport à une erreur. Toujours parler d'erreurs constructives et de considérer comme normal le fait de se tromper quand on apprend. Donc vraiment, dans cet espace, dans cette mise en commun, c'est le formateur, il est vraiment le garant du bon fonctionnement de cet échange. C'est pas un combat entre ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. C'est vraiment quelque chose de solidaire qui doit se mettre en place. Et enfin, donc sur l'évaluation formative, chaque apprenant note à sa façon sur un papier la procédure pour accéder à l'espace contact, en même temps qu'il l'effectue à nouveau tout seul, sans l'aide de personne. Voilà, c'est une idée, mais il y en avait d'autres qui étaient bien aussi, le quiz, voilà. Les apprenants, donc chacun effectue individuellement l'exercice. Alors c'est important qu'à un moment donné, les apprenants soient tout seuls pour faire l'exercice, pour vraiment que ce soit, qu'ils prennent conscience de ce que lui sait faire, sans aucune aide. Et puis peut-être, ça peut être aussi l'occasion de répéter pour certains, voilà, qui n'auraient pas acquis les choses. Et donc, de ne pas considérer que, bon, voilà, le sujet est traité, tout le monde a compris, on passe à la suite, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Le formateur, donc, lui, il explique l'objectif de cette évaluation. Bien sûr, il rassure, l'évaluation n'est pas là pour disqualifier ceux qui n'y arrivent pas. Elle est là, justement, pour vérifier ce qu'on a compris, et que si on n'a pas tout compris, eh ben, ça permettra de donner une nouvelle explication. Et donc, il observe le travail de chacun sans intervenir, afin de repérer les stagiaires en difficulté. Donc, vraiment, il a ce rôle, le formateur, de regard bienveillant. Et donc, à la suite, si pour certains ce n'est pas acquis, leur permettre, sans les culpabiliser, de recommencer avec éventuellement l'aide de ceux qui ont réussi l'exercice. Donc, si en admettant le même exercice a été donné à tout le monde, ceux qui ont bien compris, on peut à ce moment-là dire, bon ben voilà, ceux qui ont compris vont pouvoir aider ceux qui ont mal compris. Donc, vous avez bien compris, donc je pense que vous pouvez aider. Alors, je ne vous utilise pas pour faire le travail à ma place, mais le fait d'expliquer aux autres va vous permettre à vous aussi de bien asseoir ce que vous avez appris. Ça va vous permettre de renforcer aussi votre compétence. Et puis, c'est valorisant pour ceux qui ont compris de pouvoir aider les autres. Donc, les difficultés prévisibles, alors, parce que là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il y aura quand même dans le courant de cette animation, on peut avoir des difficultés pour accéder au site. J'y arrive pas, etc. L'identifiant ou le mot de passe erroné, alors ça, c'est classique. Ils ont leur identifiant, ils ont leur mot de passe, mais ça marche pas. Donc, systématiquement, il faut vérifier, est-ce que c'est bien le bon mot de passe? Est-ce que c'est bien le bon identifiant? Est-ce que vous l'avez bien tapé? Là, il y a une majuscule, là, vous avez mis un espace, il y a un point en trop. Enfin, tout ça, c'est vraiment, avec les publics en difficulté, c'est du quotidien, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Cliquer ou double-cliquer n'est pas évident. Donc, on peut avoir aussi des difficultés de cet ordre. Se déplacer sur la page d'accueil n'est pas évident.
et choisir le bon espace pour cliquer, hein, parce qu'il y en a, ils ont compris qu'il faut cliquer là, mais ils ne cliquent pas exactement à l'endroit où il faut et ça ne marche pas. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui vont venir un peu saboter l'activité, hein, mais qui font partie du jeu. Hein, donc, ça aussi, il faut les rassurer par rapport à ça. Cliquer, bon, ben, c'est pas évident. Là, il vous faut cliquer sur le mot pour que ça marche. Là, il vous faut... Donc, c'est des choses, quelle que soit l'activité, qui vont pouvoir revenir. Hein. C'est des difficultés qu'on a au quotidien avec ces publics. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette présentation.